Emily Carter n'avait jamais fait la queue pour quoi que ce soit, ni pour un café, ni pour un taxi, ni pour une table dans un restaurant où il fallait techniquement réserver 3 semaines à l'avance. C'était ça, porter le nom Carter à Boston. Les portes s'ouvraient, les files d'attente s'écartaient, et la ville s'organisait autour de vous comme un majordome patient, ajustant les meubles avant même que vous n'entriez dans une pièce. Elle avait 26 ans. C'était la fille unique de William Carter III. Sa société d'investissement gérait suffisamment de capitaux pour que certains sénateurs rappellent même le week-end. Elle avait les pommettes saillantes de sa mère et le tempérament encore plus vif de son père. Son appartement au 34e étage de la tour Méridienne donnait sur la rivière à l'ouest. Les soirs de beau temps, le panorama urbain devenait cuivré sous la lumière du soir, et elle y jetait à peine un regard. Selon toute estimation raisonnable, elle était exceptionnelle. Elle était aussi, bien qu'elle l'aurait nié avec vigueur, complètement inutile. Les ennuis ont commencé un mardi de mars, lors de la présentation trimestrielle pour l'acquisition de Hargrove. Emily avait hérité du dossier 3 semaines plus tôt, non pas parce qu'elle l'avait mérité, mais parce que son père croyait en ce qu'il appelait le baptême du feu, une philosophie qui fonctionnait à merveille quand la personne testée prenait la peine de se préparer. Emily ne s'était pas préparée. Elle avait assisté à 2 des 4 réunions d'information. Elle avait survolé le résumé sur son téléphone dans l'ascenseur ce matin-là, et elle était entrée dans la salle de réunion avec la confiance tranquille de quelqu'un qui n'avait jamais eu à rendre de compte de sa vie. Les représentants de Hargrove, 4 hommes en costume sombre venus de Chicago, ont remarqué en environ 8 minutes qu'elle avait mal interprété les chiffres des revenus prévisionnels. Et poste de peu, d'un facteur qui suggérait qu'elle avait confondu 2 colonnes distinctes dans le tableur. L'accord n'a pas capoté sur le champ. Il a poliment quitté la pièce en boitant, comme le font les accords quand l'autre partie a décidé d'aller voir ailleurs. Mais qu'elle veut se garder la possibilité de blâmer la météo plutôt que l'incompétence. William Carter en a entendu parler avant même qu'Emily ne retourne à son bureau. C'était un homme grand, son père, avec des tempes grisonnantes et une immobilité dans le visage que les gens prenaient souvent pour du calme. Ce n'était pas du calme. C'était la contenance particulière de quelqu'un qui s'était entraîné à ne pas montrer sa colère dans un cadre professionnel. Car il avait vu ce que la colère incontrôlée coûtait aux hommes de son milieu. En privé, avec sa fille, il laissait parfois tomber le masque. 3 ans, dit-il de derrière son bureau. Il ne lui a pas demandé de s'asseoir. 3 ans de présentation, de portes qui s'ouvrent grâce à ton nom, des portes que j'ai mis 30 ans à atteindre, et tu n'as pas été capable de lire un tableur. Les colonnes étaient formatées de manière incohérente, Emily. Elle s'est arrêtée. Tu n'as pas lu le tableur du tout. Il a croisé les mains. J'ai parlé à Marcus. Il m'a dit que tu avais ton téléphone sur la table pendant la réunion interne. Il y avait un silence particulier qui emplissait une pièce quand William Carter avait pris une décision. Emily le reconnaissait comme on reconnaît la chute de pression atmosphérique avant un orage. J'ai pris des dispositions pour que tu passes un peu de temps loin d'ici, dit-il. 6 semaines. Il y a une petite ville dans le Vermont, Millhaven. Je connais le nom d'une famille là-bas. Tu resteras en ville. Tu trouveras du travail. Tu vivras de ce que tu gagnes. Elle attendit la suite. Le moment où il lui parlerait de l'appartement de fonction qu'il avait réservé, de l'allocation qui serait discrètement versée, du filet de sécurité. Aucun filet de sécurité n'est venu. Tes comptes sont gelés à partir de cet après-midi, dit-il. Tes cartes de crédit ont une limite quotidienne de 30 ce qui devrait couvrir l'essentiel. Ton forfait téléphonique est réduit aux appels de base, sans données mobiles. Elle a ri. Un rire qui sonnait faux, trop aigu, trop surpris. Papa, tu n'es pas sérieux. Il regardait déjà de nouveau son bureau. Margaret aura le billet de bus à la réception. Le bus part de South Station à 7 heures demain matin. Emily est restée parfaitement immobile. Derrière la tête de son père, à travers la baie vitrée, Boston scintillait dans la lumière de l'après-midi, comme quelque chose qui lui appartenait entièrement. Ça avait toujours été le cas. Elle n'avait jamais envisagé ce que cela pourrait signifier de la quitter. C'est une punition, dit-elle. C'est une éducation, répondit-il. Il y a une différence. Tu la comprendras un jour. Elle n'a pas dormi cette nuit-là. Le trajet en bus a duré 4 heures et sentait le vieux tissu d'ameublement et le fast-food de quelqu'un. Emily était assise avec son unique sac de voyage sur les genoux. Elle avait mal fait ses bagages, trop de blouses en soie,
Pas assez de vêtements chauds, et elle a regardé le paysage passer d'autoroute en autoroute à quelque chose de plus petit, de plus vieux, de moins impressionné par lui-même. Millhaven, Vermont, s'est annoncé par un panneau peint à la main à l'entrée de la ville. Il semblait ne pas l'avoir été repeint depuis 1987. La rue principale faisait 4 pâtés de maisons. Il y avait une quincaillerie, un restaurant avec une fenêtre embuée, un bureau de poste de la taille d'un grand placard et une station-service. La lumière de l'après-midi était grise et douce, et une pluie fine avait commencé. Pas une pluie de ville spectaculaire avec son bruit et son urgence, mais une pluie de campagne lente et persistante qui n'avait nulle part où aller et aucune intention de s'arrêter. Emily est descendue du bus. Le chauffeur lui a tendu son sac sans la regarder. Le bus s'est éloigné. Elle est restée sur le trottoir mouillé avec son sac, ses 30 $ et son téléphone, qui ne pouvait que passer des appels. Et personne dans cette ville ne connaissait son nom. Elle le reconnaîtrait plus tard, le moment où elle s'est sentie le plus seule de sa vie. Non pas parce que des personnes en particulier lui manquaient, mais parce que pour la première fois de sa vie, elle se trouvait dans un endroit qui ne lui offrait rien. Aucun avantage, aucune reconnaissance, aucune approbation ambiante. Elle n'était qu'une femme sous la pluie avec un sac. Et la ville continuait sa vie autour d'elle avec une indifférence totale. Elle a essayé 3 endroits pour se loger. Le premier, une petite auberge au coin de la rue principale, avait une chambre de libre à 90 $ la nuit. Quand elle a glissé sa carte de crédit sur le comptoir, la femme derrière l'a passée 2 fois, puis la lui a rendue avec l'expression neutre de quelqu'un qui avait déjà vu ça. Refusez, ma petite. Le deuxième endroit était au-dessus d'une laverie et affichait des tarifs à la semaine sur une fiche manuscrite dans la fenêtre. Le propriétaire, un homme corpulent d'une 60aine d'années nommé Gerald, l'a dévisagé et a dit que le tarif hebdomadaire était de 250 $ d'avance, en espèces uniquement. Elle avait 30 $. La troisième option était un panneau d'affichage à l'extérieur du bureau de poste qui listait une chambre à louer. Elle a appelé le numéro depuis une cabine téléphonique. Elle n'en avait pas utilisé depuis l'âge de 12 ans, et il lui a fallu un moment pour se souvenir de leur fonctionnement. La femme qui a répondu a dit que la chambre avait été prise ce matin-là. Emily est restée sous la pluie devant le bureau de poste avec son sac, ses 30 $ et sa blouse en soie humide. Et la pluie s'est légèrement intensifiée, comme si le temps, lui aussi, avait décidé de marquer le coup. « Ma famille m'a envoyé ici en guise de punition », dit-elle à voix haute. Elle n'avait pas l'intention de le dire. Il n'y avait personne à proximité à qui le dire. C'est juste sorti, comme les choses sortent quand on les porte en soi et qu'on n'a plus de place. Parfois, dit une voix à sa gauche, être envoyé au loin est le seul moyen de trouver sa véritable place. Elle s'est retournée. Un homme se tenait à quelques mètres sur le trottoir, tenant un parapluie assez bas pour couvrir non seulement lui-même, mais aussi la petite fille à ses côtés. Il avait peut-être 30 ans, 1 an ou 2 de plus, avec des cheveux sombres aplatis par la pluie, là où le parapluie n'avait pas atteint. Sa veste était usée au coude, une usure authentique, pas l'usure artificielle qui coûte cher dans les boutiques de luxe. Et ses bottes étaient du genre achetées pour leur durabilité plutôt que pour leur apparence. Il avait des yeux gris et stables et cette économie de mouvement particulière de quelqu'un qui a appris à ne rien gaspiller. La fille à côté de lui avait 8, peut-être 9 ans, avec les yeux de son père et un imperméable jaune qui était la chose la plus vive de toute la rue. Emily l'a regardé, puis elle a fait ce qu'elle faisait toujours face à quelque chose qu'elle ne comprenait pas. Elle a ri, un rire sec, méprisant. Le rire de quelqu'un qui a décidé qu'elle n'était pas disposée à se laisser traiter avec condescendance par un inconnu en veste usée dans une ville dont elle n'avait jamais entendu parler. « C'est très poétique, dit-elle, et elle ramassa son sac. Elle a marché un demi-pâté de maison avant de réaliser qu'elle n'avait nulle part où aller. Il s'appelait Daniel Brooks. Il travaillait à l'aciérie sur la route 9, à 20 minutes de route de la ville, et il vivait à Millhaven depuis 4 ans. Il n'a pas donné toutes ces informations tout de suite. Il a plutôt offert un fait pratique. L'auberge Carver, à l'autre bout de la ville, louait parfois des chambres pour 40 $ si on demandait le tarif hors saison. Et la femme derrière le comptoir était sa voisine et accepterait probablement un chèque avec un paiement différé si Emily en avait besoin. Emily a dit que tout allait bien. Il continuait de pleuvoir. La fille à l'imperméable jaune, Lily,
la regarda avec l'attention directe et non calibrée que les enfants portent aux gens qu'ils trouvent intéressants, et dit « Vous avez les chaussures mouillées. » « Je sais, dit Emily. « Vos chaussures ne sont pas faites pour la pluie, observa Lily, mais elles sont jolies. » Emily baissa les yeux sur ses ballerines en cuir italien ruiné et sentit quelque chose bouger dans sa poitrine qu'elle ne put nommer immédiatement. « Merci, dit-elle. » Daniel la regarda un instant avec l'expression prudente et mesurée de quelqu'un qui fait un calcul silencieux. « Nous avons une chambre d'amis, dit-il. Rien de spécial, un vieux canapé qui se déplie. Vous pouvez l'utiliser ce soir le temps de vous organiser. Je n'ai pas besoin de charité. Ce n'est pas de la charité. Lily allait faire de la soupe de toute façon. Vous ne serez qu'un bol de plus. » Lily confirma d'un signe de tête très sérieux. « C'est de la tomate, dit-elle, en conserve, mais papa y met du vrai basilic. » Emily se tenait sous la pluie avec ses chaussures mouillées, sa carte de crédit refusée et sa conviction aristocratique qu'accepter l'aide d'étrangers était une forme de défaite. Et elle comprit lentement qu'elle n'avait en fait pas d'autre option. Pas ce soir. Pas sous cette pluie. Une nuit, dit-elle. La maison était à 10 minutes à pied du centre-ville, sur une route qui se rétrécissait entre de vieux érables dont les branches formaient une voûte. Elle était petite, une maison en bois à 2 chambres avec un grand porche qui avait besoin d'être repeint. Le jardin était en grande partie en friche à la fin de l'hiver, bien que quelqu'un ait tondu l'herbe et empilé du bois de chauffage fendu contre le mur latéral d'une manière qui suggérait le soin. À l'intérieur, il faisait chaud. C'est la première chose qu'Emily a remarquée. Vraiment chaud. Le genre de chaleur qui vient d'une maison où quelqu'un allume le poêle à bois avant de partir le matin pour qu'il fonctionne encore à son retour. Il y avait des livres sur une étagère près de la porte, de vrais livres. Beaucoup d'entre eux clairement lus, leur dos plissé. Des dessins d'enfants étaient épinglés au mur de la cuisine en une longue rangée irrégulière. La table avait 3 chaises, 2 assorties, une légèrement différente comme si elle avait été ajoutée plus tard. Et il y avait une petite lampe sur le comptoir qui baignait tout d'une lumière jaune presque agressivement domestique. Emily posa son sac, regarda la lampe et pensa « On dirait un endroit où quelqu'un vit vraiment. » Elle n'était pas sûre de la raison pour laquelle cela lui semblait si remarquable. La soupe était, comme annoncé, de la tomate en conserve avec du basilic d'un petit pot sur le rebord de la fenêtre. Daniel la prépara sans cérémonie pendant que Lily mettait la table avec une efficacité concentrée qui semblait répétée. Le genre d'efficacité qui vient d'un enfant qui aide au dîner depuis qu'il est assez grand pour porter un bol sans le renverser. Ils mangèrent avec la radio en sourdine en arrière-plan. La conversation était ordinaire. Lily apprenait la division longue. Daniel avait passé l'après-midi à aider à réapprovisionner l'inventaire à la scierie après une livraison erronée. Emily attendait qu'il lui pose une question. Pourquoi elle était là? Qui était de sa famille? Ce qui s'était passé? Ils ne l'ont pas fait. Ils se parlaient et l'incluaient de la manière dont on inclut naturellement une personne à table, sans mise en scène. Et Emily était assise avec sa soupe et se sentait, pour des raisons qu'elle ne pouvait expliquer profondément, inexplicablement mal à l'aise. Elle n'avait pas l'habitude d'être incluse sans être vue, sans être reconnue, sans que son contexte ne la précède. Elle est allée se coucher sur le canapé-lit à 10 heures, soit 3 heures plus tôt qu'à n'importe quel moment des 5 dernières années. Et elle est restée dans le noir à écouter la pluie sur le toit et à penser à ce que son père avait dit. « Tu comprendras un jour. » Elle ne comprenait pas, pas encore. Elle est restée une 2e nuit, puis une 3e. Elle se disait à chaque fois que c'était temporaire. Elle se disait qu'elle attendait simplement de régler la logistique, de trouver une chambre, de trouver un travail quelconque, passer les 6 semaines et rentrer chez elle. Le récit qu'elle se faisait était celui d'une femme intelligente gérant une situation difficile avec une flexibilité pragmatique. Mais la vérité, qu'elle n'était pas encore prête à examiner directement, était plus simple. Elle ne voulait pas quitter la maison chaude avec la lampe sur le comptoir et les dessins d'enfants sur le mur. Ces journées prirent une forme. Daniel partait pour la scierie à 6h15 tous les matins. Elle l'entendait bouger dans la cuisine, calme et efficace, l'odeur du café atteignant le canapé-lit avant qu'elle ne soit complètement réveillée. Lily partait pour l'école à 7h40, portant son imperméable jaune qu'il pleuve ou non, apparemment par principe. La maison appartenait à Emily de 8h à 3h. Elle ne savait pas quoi faire de cela. Elle n'avait jamais eu d'heure non structurée.
Sa vie à Boston n'avait été que surface et mouvement, réunions, événements, restaurants. La performance de l'activité qu'elle avait confondue avec un burn. Ici, il n'y avait personne pour qui jouer la comédie. Elle lavait sa tasse de café parce qu'il n'y avait personne pour la laver à sa place. Elle marchait jusqu'en ville parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire et qu'elle avait besoin d'air. Elle a appris, après avoir demandé à la femme de la quincaillerie qu'il y avait un poste à temps partiel au restaurant. Elle a postulé. Elle ne l'a pas eu. Le propriétaire, un homme laconique nommé Pete, lui a jeté un coup d'œil et a dit qu'elle n'avait aucune expérience dans le service. Mais le simple fait de postuler était en soi assez étranger pour sembler significatif. Lily avait un instinct d'enseignante entièrement autoproclamé. Le 4e jour, elle a trouvé Emily dans la cuisine, regardant une casserole d'eau avec l'expression vague de quelqu'un confronté à une technologie inconnue. « Tu as déjà fait des pâtes? » demanda Lily. « J'ai commandé des pâtes, dit Emily. Ce n'est pas la même chose. J'en suis consciente. » Lily a tiré un tabouret jusqu'au comptoir, est montée dessus et a commencé à expliquer avec le ton patient et légèrement pédant d'une enfant de 8 ans qui a récemment maîtrisé quelque chose et souhaite partager sa maîtrise. Fais bouillir l'eau d'abord. Sale-la, vraiment. Sale-la plus que tu ne le penses. Les pâtes entrent quand l'eau bout vraiment, pas seulement quand elle est chaude. Tu remues au début pour qu'elle ne colle pas. Emily a pris des notes sur son téléphone, un vieil instinct. « Pourquoi tu l'écris » demanda Lily. « Pour m'en souvenir. » « Tu t'en souviendras si tu le fais assez de fois. » Lily lui tendit la cuillère en bois avec la gravité d'un chirurgien passant un instrument. « On apprend les choses en les faisant. » C'est ce que dit papa. Emily pensa à la présentation Hargrove, à la réunion à laquelle elle avait assisté avec son téléphone sur la table, à toutes les choses qu'on lui avait donné l'occasion d'apprendre et qu'elle avait refusé d'apprendre, parce qu'il y avait toujours eu quelqu'un d'autre pour apprendre à sa place. « Ton père dit beaucoup de choses, dit-elle. Il a généralement raison, dit Lily sans aucune emphase particulière, sur le ton d'une enfant qui a eu assez d'années pour vérifier les hypothèses. Le soir, Daniel rentrait et préparait le dîner, où il mangeait quelque chose qu'Emily avait tenté de faire, ce qui, au début, signifiait que les résultats étaient inégaux. Il travaillait avec un calme qu'elle trouvait d'abord déconcertant et qu'elle a progressivement apprécié. Il ne remplissait pas le silence pour le plaisir de le remplir. Il écoutait quand elle parlait et répondait quand on lui demandait, et les réponses étaient directes sans être sèches. Et il ne lui a jamais posé de questions sur l'argent, sur Boston ou sur ce qu'elle faisait à Millhaven. Le 7e soir, elle s'est retrouvée à lui poser des questions à la place. « Tu ne trouves pas ça difficile ?» dit-elle. Ils étaient sur le porche après que Lily soit allée se coucher, chacun avec une tasse de thé. La nuit était fraîche et étoilée, comme peuvent en l'être les nuits du Vermont quand les nuages se dissipent. De tout gérer seul. Il y réfléchit. « Certains jours, dit-il, mais difficile et mauvais, ce n'est pas la même chose. »« Tu étais ingénieur avant, dit-elle. » Elle avait entendu ça de Lily, qui l'avait dit nonchalamment. De la façon dont les enfants offrent des informations familiales sans en comprendre le poids. Il a hoché la tête. « À Portland. Architecture logicielle. Bonne entreprise, bon salaire. » Il tourna la tasse dans ses mains. Quand Claire est morte, Lily avait 4 ans. J'ai essayé de gérer, de continuer à travailler, de garder le rythme, de laisser Lily à la garderie, mais je voyageais la moitié du mois et Lily avait besoin... Il s'arrêta. Elle avait besoin d'un parent, pas d'un arrangement. Alors tu es parti? Je suis parti et je suis venu ici. Mon grand-père possédait cette maison. Elle avait besoin de travaux. J'avais besoin de faire quelque chose de mes mains. Il regarda le jardin sombre. La scierie paye moins que ce que j'aimerais, mais je suis là quand Lily rentre de l'école et elle sait où je suis. Il la regarda. Ça s'est avéré plus important que ce que je pensais. Emily tenait son thé. À travers la fenêtre de la cuisine, elle pouvait voir la lampe sur le comptoir, toujours allumée. « Je n'ai jamais... » commença-t-elle et s'arrêta. « Quoi ?» Elle secoua la tête. « Rien. » Elle n'était pas prête à le dire, qu'elle n'avait jamais été certaine de l'endroit où se trouvait qui que ce soit, que l'emploi du temps de son père était communiqué par un assistant, que sa mère était partie quand Emily avait 10 ans et que le départ avait été expliqué avec l'efficacité froide d'une restructuration d'entreprise,
qu'elle avait grandi dans une immense maison pleine de personnel, d'art et de l'absence feutrée de quiconque s'asseyait simplement sur un porche et savait où il serait le lendemain. Elle est rentrée, a fait la vaisselle et s'est allongée sur le canapé-lit pendant un long moment, regardant le plafond et pensant à la lampe. Le 11e jour, Emily a eu une idée. C'était, elle le reconnut rétrospectivement, le genre d'idée qui vient de bons instincts mal calibrés. Elle avait observé la ville avec le détachement d'analytique de quelqu'un qui avait passé des années à côtoyer la stratégie d'entreprise et elle avait remarqué plusieurs choses. Le restaurant était inefficace. Le système d'inventaire de la quincaillerie était antique. Et la scierie de Daniel, d'après ce qu'elle pouvait comprendre, était l'une des 3 scieries concurrentes de la proximité, mais n'avait aucune présence en ligne visible ni marketing. Elle a passé une matinée à rédiger une proposition sur son téléphone, sans forfait de données, mais elle pouvait toujours écrire hors ligne. Et elle l'a présentée à Daniel pendant le dîner, avec l'enthousiasme à peine contenu de quelqu'un qui a trouvé un problème qu'il sait résoudre. Il l'a lu attentivement. C'était un lecteur attentif. Il l'a posé sur la table et est resté silencieux un moment. Les marges de la scierie sont minces, dit-il. Ce n'est pas un problème de marketing, c'est un problème de chaîne d'approvisionnement. Les plus grandes scieries obtiennent des remises sur volume que nous ne pouvons pas égaler. Si tu augmentais la visibilité, tu attirerais des clients pour lesquels nous ne pouvons pas être compétitifs en termes de prix. Il l'a dit doucement mais clairement. Ils viendraient une fois, compareraient les prix et iraient chez Harlan. Emily a ouvert la bouche. « Je ne rejette pas l'idée, dit-il. L'instinct est bon, mais tu résous le problème visible, pas le problème sous-jacent. » Elle a quitté la table trop rapidement. Elle s'est dit qu'elle avait besoin d'air. Elle a marché 3 pâtés de maison jusqu'au restaurant, s'est assise au comptoir et a commandé un café à une femme nommée Patrice, qui avait environ 60 ans et qui regardait Emily avec l'évaluation franche de quelqu'un qui a vu passer de nombreuses sortes de personnes dans une petite ville et les a rapidement classées. « Vous êtes celle qui loge chez Daniel Brooks, dit Patrice. Ce n'était pas une question. Je loue la chambre. Hum. Patrice a rempli le café sans qu'on le lui demande. Vous venez d'un milieu aisé. C'est si évident. Vous tenez votre tasse de café comme si quelque chose pouvait se renverser sur vous. Patrice s'appuya sur le comptoir. Ma petite, c'est une ville. Les gens remarquent les choses. Ne le prenez pas comme une insulte. Comment les gens le prennent-ils? Ça dépend de ce que vous ferez ensuite. Patrice s'éloigna pour prendre une autre commande. Et c'était apparemment tout. Le lendemain matin, Emily est retournée au restaurant et a demandé à Pete s'il reconsidérerait sa candidature. Elle a proposé de faire un service d'essai gratuitement. Pete l'a regardé longuement, comme il regardait apparemment la plupart des choses, et a dit qu'elle pouvait commencer vendredi. Il a dit que si elle cassait plus de 3 assiettes en un service, c'était fini. Et elle a dit qu'elle ne casserait aucune assiette. Et il a ri une fois, brièvement, comme si elle avait dit quelque chose d'involontairement drôle. Elle a cassé une assiette le vendredi. Elle n'en a cassé aucune le samedi. Le dimanche matin, elle est arrivée pour le service du matin et Patrice était déjà là et n'a rien dit, lui tendant juste un tablier, ce qui, dans son silence, ressemblait à une forme d'acceptation. Mais le soir après son premier vrai service, fatiguée comme elle ne l'avait pas été depuis des années, les pieds endoloris, sentant le café et l'huile de grill, elle est rentrée chez elle dans la pénombre et a ressenti une émotion inconnue qu'il lui a fallu toute la marche de 10 minutes pour identifier. La satisfaction. Une satisfaction propre, méritée, ordinaire. Elle ne savait pas depuis combien de temps elle vivait sans elle. La dispute a eu lieu un mercredi. Emily était à Millhaven depuis 3 semaines. Elle avait commencé à se détendre dans quelque chose qui n'était pas exactement du confort, mais de la familiarité, les sillons d'une nouvelle routine. Elle travaillait 3 matins par semaine au restaurant. Elle aidait Lily à lire le soir. Elle avait commencé avec une maladresse considérable à aider Daniel pour de petites réparations dans la maison, comme peindre la rampe du porche, ce qui a nécessité 3 couches et la découverte qu'elle tenait le pinceau de travers. Elle pensait que c'était un progrès. Elle pensait que Daniel pouvait voir que c'était un progrès. Ce qu'elle n'avait pas compris et ne comprendrait pas avant qu'il ne soit trop tard pour arrêter la dispute, c'est ce que Daniel la regardait différemment de ce qu'elle imaginait. Ça a commencé avec la scierie. Elle était revenue à son idée
avait été au-dessus. Son idée l'avait affinée, avait présenté une deuxième version qui, selon elle, répondait à son objection sur la chaîne d'approvisionnement. Elle y avait passé 2 jours. Elle en était fière. Daniel la regardait à nouveau. Il était silencieux de la manière dont elle commençait à apprendre que cela signifiait parfois qu'il choisissait ses mots et parfois qu'il choisissait de ne pas les dire. « Tu as parlé à Frank Bellamy, dit-il. Frank Bellamy possédait la scierie concurrente sur l'autoroute. Emily y était allée en voiture un jour de congé pour faire ce qu'elle considérait comme une étude de marché. Je lui ai juste posé quelques questions. Il l'a dit à Pete. Pete l'a dit à ma voisine. Daniel posa la proposition. Emily, c'est une petite ville. Tu ne peux pas débarquer dans les entreprises des gens, poser des questions sur leurs opérations et t'attendre à ce que ça ne se sache pas. J'essayais d'aider. Je sais, sa voix était égale, mais quelque chose s'était tendu. Mais tu ne connais pas cet endroit. Tu es ici depuis 3 semaines. Frank Bellamy et moi naviguons une relation de travail compliquée depuis 4 ans, et tu es allé là-bas et tu lui as dit que tu étais une consultante aidant la scierie Brooks. Je n'ai pas dit consultante. Tu lui as donné ta carte de visite. Elle l'avait fait, une vieille habitude. Elle en avait trouvé 2 au fond de son sac. Tu as donné à un concurrent une carte qui dit Group Carter, Boston, dit Daniel. Est-ce que tu comprends ce que ça donne du point de vue de Frank Bellamy? J'essayais d'aider ton entreprise. Je ne te l'ai pas demandé, dit-il prudemment. Je ne suis pas un problème que tu es venu résoudre. Les mots l'ont frappée d'une manière à laquelle elle ne s'était pas préparée. Ce n'est pas ce que je pense de toi, dit-elle. Vraiment? Il n'était pas en colère, exactement. C'était ça le pire. Il était clair. Tu es venu ici en cherchant un moyen d'être utile qui ressemblait à ce que tu connais, la stratégie, l'analyse, les choses qui te font te sentir toi-même. Je comprends ça, mais tu as continué après que je t'ai dit que ce n'était pas ce dont la situation avait besoin. Emily est restée parfaitement immobile. La ville n'a pas besoin d'être sauvée. Je n'ai pas besoin d'être sauvé. Il a pris la proposition et l'a posée face contre table. Ce que tu fais est gentil, mais c'est aussi... Il chercha le mot. C'est gérer la distance. Tu aides à distance parce que c'est plus sûr que d'être réellement ici. Elle est allée dans sa chambre. 20 minutes plus tard, elle est ressortie, a pris sa veste et est sortie dans la nuit. Il pleuvait. Bien sûr qu'il pleuvait. Elle a marché sans direction, passant devant le restaurant, la quincaillerie, le bureau de poste Somberham et le panneau à l'entrée de la ville qui avait l'air encore plus triste sous la pluie. Et elle se sentait furieuse et humiliée. Et sous ces 2 sentiments, la sensation beaucoup plus inconfortable de reconnaître qu'il avait raison. Elle a marché pendant 40 minutes avant de se retrouver sur le pont de l'autoroute, regardant la route vide en contrebas. Elle ne pensait à rien de dramatique. Elle était simplement mouillée, fatiguée et debout là où la marche l'avait menée. De l'autre côté du pont, il y avait une aire de repos où un homme avait garé son camion. Ce n'était pas un jeune homme, peut-être 65 ans, avec un lourd manteau de toile. Il se tenait à l'arrière du camion, sortant des sacs de course de la benne. Alors qu'Emily regardait, il a sorti 2 sacs de plus qu'elle ne s'y serait attendue pour une seule personne, a traversé l'autoroute et a descendu le talus jusqu'à une petite route qui disparaissait dans les arbres. Elle l'a regardé partir. Elle l'a regardé réapparaître quelques minutes plus tard, sans les sacs. Curieuse, malgré elle, elle a traversé et a regardé le long de la petite route. Au bout, une lumière était allumée dans une maison qu'elle n'avait pas remarquée auparavant. Une très petite maison, à peine plus qu'une cabane, en retrait dans les arbres. Je pouvais voir à travers la fenêtre de la cuisine une femme âgée recevant quelque chose de l'homme au manteau de toile. La femme souriait, l'homme faisait un geste de la main pour minimiser. Le geste universel qui signifie « ce n'est rien, n'en parlons plus ». Il a croisé Emily en retournant à son camion. Il lui a fait un signe de tête. « Voisine », dit-il, en guise d'explication, puis il laisse monter dans son camion et est parti. Elle laisse rester sous la pluie et a compris quelque chose que Daniel avait essayé de lui dire, mais qu'elle n'avait pas voulu recevoir comme un enseignement, plutôt que comme un jugement. Elle avait passé 3 semaines à aider de manière qui la faisait se sentir efficace, qui préservait son image de quelqu'un qui contribuait de manière stratégique, analytique, depuis une position de compétence. Elle avait été à Millhaven avec sa valise à moitié faite, métaphoriquement sinon littéralement, toujours à un pas de l'appartenance.
L'homme au manteau de toile n'avait pas fait de sa voisine un projet. Il avait simplement apporté des courses. Il n'était pas arrivé avec un plan pour réparer l'infrastructure de la vie de cette femme. Il avait vu qu'elle avait besoin de quelque chose, l'avait fourni, puis était rentré chez lui. Tu aides à distance parce que c'est plus sûr que d'être réellement ici. Emily est retournée à la maison de Daniel. Les lumières étaient éteintes, sauf la lampe de la cuisine, toujours allumée. Elle est entrée sans bruit et s'est assise à la table de la cuisine pendant un long moment dans la lumière jaune. Quand elle a entendu Lily tousser dans le couloir, une fois, puis deux, elle s'est levée sans réfléchir et est allée voir. La fièvre était montée rapidement. Le front de Lily était chaud et elle était à moitié réveillée, désorientée, cherchant quelque chose qui n'était pas dans sa chambre. Emily s'est assise sur le bord du lit, a posé une main fraîche sur sa joue et a dit « Et je suis là ». Elle l'a dit comme elle avait entendu des infirmières le dire une fois dans une salle d'attente d'hôpital quand elle avait 16 ans et que son père était en chirurgie. Le calme absolu de quelqu'un qui se transforme en point fixe pour une personne effrayée. Les yeux de Lily se sont fixés. « Tu es encore là », dit Lily, légèrement délirante avec la fièvre. « Je suis encore là », dit Emily. Elle laisse rester avec elle toute la nuit. Daniel est sorti à 2 heures du matin, attiré par un instinct parental, et a trouvé Emily sur la chaise de chevet, la main de Lily dans la sienne. Il laisse rester dans l'embrasure de la porte un long moment sans parler. Le matin, quand la fièvre était tombée et que Lily dormait paisiblement, et que la pièce sentait l'eucalyptus et l'eau fraîche, Daniel s'est assis à la table de la cuisine, a fait du café et a posé une tasse devant Emily sans qu'on le lui demande. « À propos d'hier soir, commença-t-elle. « Tu es revenu, dit-il. C'est ce qui compte. » Elle a enroulé ses 2 mains autour de la tasse, a bu et n'a rien dit de plus, et lui non plus. Et la lampe était toujours allumée, même si la lumière du matin l'avait rendue inutile. Les 2 dernières semaines à Millhaven ont été différentes. Pas transformée, elle n'était pas devenue une personne différente et ne prétendrait pas l'être, mais recalibrée. Elle avait cessé de gérer son implication depuis une légère hauteur. Elle avait commencé à être simplement présente. Au restaurant, Patrice a commencé à la laisser tenir le comptoir seule le dimanche matin, ce qui était le service le plus chargé et nécessitait une sorte d'efficacité joyeuse qu'Emily ne s'était jamais associée auparavant. Elle a appris les commandes habituelles. Harold de la station-service prenait ses œufs sur le plat sans toast. La femme qui promenait son chien à 7h30 voulait toujours un grand café à emporter. Les 2 enseignantes de la retraite qui venaient ensemble le dimanche se partageaient le pain perdu. Elle se souvenait de ces choses parce qu'elle y prêtait attention. Et prêter attention, il s'est avéré, consistait en grande partie à décider que les choses valaient la peine qu'on y prête attention. Elle a aidé Daniel à poncer et à repeindre le porche. Cela a pris 4 jours de travail, 1 heure ou 2 chaque soir après le dîner, et a impliqué un long désaccord sur la séquence correcte pour la sous-couche par rapport à la couche de base. Et ils avaient tous les 2 tort de différentes manières et raisons sur différentes parties. Et finalement, ils ont produit un Porsche qui n'était pas parfait, mais qui était solidement mieux qu'avant. Lily s'est remise de sa fièvre et a passé un samedi entier à apprendre à Emily à jouer à un jeu de cartes qu'elle avait inventé elle-même. Les règles étaient baroques et sujettes à révision à la discrétion de Lily. Emily a perdu 3 fois et a soupçonné que la 4e partie avait également été truquée contre elle, mais n'a pas pu le prouver. Et Lily a maintenu une innocence parfaite tout au long. Elle a commencé à connaître les rythmes de la ville. Le camion de livraison qui arrivait le mardi matin. La façon dont la lumière changeait en fin d'après-midi quand le temps se couvrait sur les collines. Gérald de la laverie qui s'est avéré moins laconique qu'il n'y paraissait et avait des opinions bien arrêtées sur l'histoire locale. La famille 2 rues plus loin qui avait 3 chiens et un portail mal fermé et dont les chiens visitaient le porche à intervalles réguliers et que Daniel nourrissait discrètement pour ne pas les encourager officiellement. Elle a commencé à savoir ce que c'était que d'être quelque part plutôt que de simplement y passer. Un samedi, 3 semaines après son arrivée, une femme nommée Rita du magasin général l'a interpellée dans la rue et a dit qu'elle avait entendu dire qu'Emily était douée avec les chiffres. Patrice l'avait apparemment mentionné. Elle lui a demandé si elle accepterait de jeter un œil aux dépenses trimestrielles du magasin, qui étaient confuses. Emily a dit qu'elle pouvait regarder. Elle a regardé.
Les dépenses étaient confuses parce que Rita suivait deux fournisseurs distincts sous le même poste de dépenses depuis 3 ans. Emily a corrigé cela en un après-midi, l'a expliqué clairement et a refusé d'être payée. Prends au moins le pain, a dit Rita, en lui mettant une miche dans les mains. Merci, a dit Emily, et elle le pensait différemment qu'elle ne l'aurait fait 3 semaines plus tôt. Boston ne lui manquait pas. Cela l'a surpris. Le café préparé d'une certaine manière lui manquait. Et une vue spécifique de la rivière au crépuscule lui manquait. Et 2 ou 3 amis dont elle avait maintenant un peu honte d'avoir négligé les noms pendant des années lui manquaient. Mais l'anxiété ambiante de sa vie précédente, la performance, le positionnement, la gestion constante de la façon dont elle était perçue, tout cela ne lui manquait pas du tout. Et cette absence ressemblait moins à une privation qu'à quelque chose qui était nettoyé d'une surface qu'elle ne savait même pas sale. Elle et Daniel avaient maintenant des conversations qui ne portaient sur rien de particulier, en rentrant du restaurant, debout sur le porche-pain. Et ces conversations avaient une qualité qu'elle reconnaissait des romans qu'elle avait lus à l'université et qu'elle trouvait quelque peu sentimentalisés. Elle avait pensé que les auteurs surestimaient l'importance de l'ordinaire. Elle était en train de réviser ce point de vue. Un soir, elle lui a demandé si Portland lui manquait parfois. Certaines parties, dit-il, le lac, quelques amis, le travail lui-même parfois. Il y réfléchit. Mais je ne me suis pas éloigné de Portland. Je me suis rapproché de ceci. C'est un sentiment différent. Comment connais-tu la différence? Il réfléchit. L'un des deux continue de regarder en arrière. Elle n'a rien dit, mais elle a retourné cette phrase dans son esprit pendant des jours. Son père est arrivé un vendredi après-midi. Elle a vu la voiture depuis la fenêtre du restaurant, sombre, de location, avec le lustre particulier de quelque chose qui venait d'un grand aéroport. Et elle l'a su avant même que la porte ne s'ouvre. Il est sorti dans un manteau qu'elle a reconnu, un manteau en laine anthracite qu'il portait pour ce qu'il classait intérieurement comme des occasions informelles. Et il s'est tenu dans la rue principale de Millhaven, avec une expression qu'elle ne pouvait pas lire à 30 mètres de distance à travers la vitre. Elle a enlevé son tablier, a prévenu Patrice et est sortie. « Tu as l'air différente », a dit son père. Il l'a étudiée. « Fatiguée. »« Je ne suis pas fatigué. Je travaille le tour le matin. » C'est ce que j'ai dit. Ils se sont assis sur le porche de la maison de Daniel, parce qu'il n'y avait pas d'autre endroit particulièrement approprié et parce qu'Emily ne ressentait pas le besoin de trouver un endroit plus impressionnant. Son père s'est assis sur la chaise que Lily utilisait habituellement, celle qui était légèrement bancale, et a regardé le jardin sans faire de commentaire. « Comment savais-tu où j'étais? » demanda-t-elle. « J'ai parlé à une femme nommée Patrice. Elle m'a dit d'apporter une bonne bouteille de vin la prochaine fois que je viendrai. Elle n'a pas tort. » Il est resté silencieux un moment. Il avait l'air d'un homme qui s'était préparé à une conversation et qui la révisait maintenant en fonction des données réelles qu'il avait devant lui. « Je m'attendais à ce que tu m'aies déjà appelé, dit-il, pour demander à rentrer à la maison. »« Oui, j'y ai pensé, dit-elle, vers la 2e semaine. »« Qu'est-ce qui t'en a empêché? » Elle a regardé les érables au bout de la route. « J'ai trouvé un travail, dit-elle. J'ai cassé une assiette le premier service et aucune après. J'ai eu l'impression que ça valait la peine de voir jusqu'au bout. » Son père l'a regardé longuement. « Et Daniel Brooks, dit-il. Tu as arrangé pour que je reste ici, dit-elle. Ce n'était pas une question. » Elle avait progressivement compris cela au cours de la semaine précédente, en assemblant les pièces du puzzle. Son père avait dit « Je connais le nom d'une famille là-bas. » Il connaissait l'existence de la chambre d'amis. Il connaissait Daniel spécifiquement. « Il est allé au MIT, a dit son père. Nous nous sommes rencontrés à une conférence il y a des années. Il était brillant. Je l'ai suivi de loin. » Il a baissé le col de son manteau. « J'ai pensé qu'une personne qui avait volontairement renoncé à une carrière réussie pour élever sa fille dans une petite ville pourrait avoir des choses à t'apprendre que je ne pouvais pas. Lui, as-tu dit qui j'étais? » Je l'ai appelé. J'ai expliqué la situation. Il a fait une pause. Il a dit qu'il mettrait la chambre à disposition si tu en avais besoin. Il a dit qu'il ne te traiterait pas comme un projet. Elle pensa à la première nuit, à la soupe, à la façon dont ni Daniel ni Lily ne lui avaient posé une seule question intrusive, à la normalité délibérée et patiente de tout cela. « Il a tenu parole, dit-elle. C'est tout lui. » Elle resta silencieuse un moment. « J'ai réfléchi à ce que je veux faire, dit-elle. Quand je reviendrai,
si je reviens dans l'entreprise. Et je ne veux pas faire d'acquisition, je veux travailler avec le portefeuille des petites entreprises, le côté investissement communautaire. Elle avait façonné cette pensée pendant des jours, d'abord timide, puis de moins en moins. J'ai observé comment l'argent et son absence fonctionnent dans un endroit comme celui-ci. Pas de manière abstraite, en observant vraiment. Et je pense que j'ai travaillé à la mauvaise échelle. Son père n'a rien dit pendant un long moment. Il a regardé le jardin dans la lumière du début de soirée. Rita du magasin général, ajouta Emily, elle avait une erreur de comptabilité qui s'était accumulée sur 3 ans. Je l'ai corrigée en un après-midi. Elle m'a donné du pain. Son père a fait un bruit qui n'était pas tout à fait un rire. Le pain était bon? Demanda-t-il. C'était du très bon pain, dit-elle. Il a hoché la tête une fois, lentement, à la manière d'un homme qui avait obtenu quelque chose qu'il espérait, mais dont il n'était pas entièrement certain. Je prendrai l'avion lundi, dit-il. Rentre à la maison quand tu seras prête. Pas rentre à la maison maintenant. Pas voici le programme. Quand tu seras prête. Elle a regardé sa voiture s'éloigner dans la pénombre et est restée sur le porche jusqu'à ce que le froid la fasse rentrer. Elle est restée une semaine de plus. Elle s'était dit qu'elle avait besoin de ce temps supplémentaire pour finir ses services au restaurant et pour effectuer une deuxième vérification des comptes de Rita qu'elle avait promis de faire. C'était de vraies raisons. Ce n'était pas toute la raison. Lors de son dernier jour complet à Millhaven, Lily lui a fait l'aider à préparer quelque chose décrit comme du pain à la banane, mais qui contenait, selon l'interprétation de Lily, une généreuse quantité de pépites de chocolat et une quantité de cannelle qui dépassait toute recommandation de recette standard d'un facteur d'environ 3. Le résultat était extraordinaire. Ils l'ont mangé à la table de la cuisine l'après-midi, et la cuisine sentait le sucre chaud et la cannelle. Et Lily a parlé sans interruption d'un livre qu'elle lisait, et Emily a écouté et a pensé. J'ai passé presque aucun temps de ma vie à écouter quelqu'un qui n'avait rien à gagner de mon attention. Ce n'était pas une pensée triste, c'était motivant. Ce soir-là, Daniel a préparé un vrai dîner, des pâtes avec une sauce qu'il avait développée depuis qu'Emily avait mentionné que sa première version manquait d'acidité. Et ils ont mangé alors que la dernière lumière de l'après-midi devenait dorée à travers la fenêtre de la cuisine. « Tu as été différente cette semaine, » a dit Daniel. « Différente en bien ou en mal? » Il réfléchit. « Apaisée, dit-il, comme si tu avais pris une décision. »« C'est le cas, dit-elle. Je rentre jeudi, mais je vais essayer de revenir cet été. » Si elle s'arrêtait, elle n'était pas tout à fait certaine de la manière de formuler ce qu'elle offrait sans que cela ne paraisse ni trop peu. « Tu es la bienvenue, dit-il simplement. Lily te fera perdre aux cartes. Lily triche. Lily est créative avec les règles, dit-il. Et il y avait quelque chose dans sa voix quand il l'a dit qui était entièrement différent de ce qu'elle aurait reconnu comme de la chaleur 3 semaines plus tôt. Plus grand, plus spécifique. La chaleur d'une personne qui a été agréablement surprise et qui s'y habitue encore. Après le dîner, ils se sont assis sur le porche peint, son travail à lui. Tous les deux avec du thé, et Lily s'est assise entre eux sur la marche pendant un moment avant d'annoncer qu'elle allait se coucher sans qu'on le lui demande, ce qu'Emily avait appris que Lily ne faisait que lorsqu'elle était très contente. Quand Lily est rentrée, Emily a dit « J'ai pensé à ce que tu as dit », sur le fait de se diriger vers quelque chose au lieu de s'en éloigner. Daniel a regardé le jardin sombre. « Je pense que pendant longtemps, je m'éloignais de choses que je ne voulais pas ressentir, dit-elle. Les attentes, la distance avec mon père, le sentiment que tout ce que j'avais était conditionnel à une performance correcte. » Elle tourna la tasse dans ses mains. « J'ai traité ma vie comme un problème à gérer. Et maintenant, je ne sais pas encore à quoi ressemble le verre, mais je pense savoir ce que ça fait. » Elle a regardé la lampe visible à travers la fenêtre de la cuisine, toujours allumée. « Ceci, dit-elle, quelque chose comme ça. » Il n'a rien dit pendant un moment. « Alors, tu as réparé le porche. Nous avons réparé le porche. Tu l'as réparé en grande partie. Je t'ai donné le mauvais pinceau le deuxième jour, et tu l'as utilisé quand même, et ça a marché. Ça a marché parce que tu as su le laisser fonctionner, dit-elle. Tu ne m'as pas dit que c'était le mauvais pinceau. Tu t'en sortais très bien avec. » Elle a ri un vrai rire bas et sans retenue, le genre qu'elle ne savait pas qu'elle avait. « Je m'en souviendrai pour le rapport que je dois écrire à mon père. » « Il t'a demandé d'écrire un rapport? » « Il m'a demandé de lui dire ce que j'avais appris. »
Elle a jeté un coup d'œil à Daniel. Qu'est-ce que je devrais lui dire? Il y a réfléchi pendant ce qui a semblé être un long moment, assez longtemps pour que l'obscurité se soit complètement installée et que les premières étoiles soient claires au-dessus des érables. Dis-lui que tu as appris à tenir un pinceau, dit-il, et que ça a marché. Elle est partie le jeudi matin. Patrice l'a serrée dans ses bras, c'est à quoi elle ne s'attendait pas. Gérald de la laverie lui a fait un signe de la main depuis sa porte, et Rita lui a mis une autre miche de pain dans les mains et a dit « à juillet », ce qui était une supposition qu'Emily a constaté qu'elle ne voulait pas corriger. Lily l'a accompagnée jusqu'à l'arrêt de bus. À l'arrêt, Lily l'a serrée dans ses bras, les deux bras autour de sa taille, de la manière dont les enfants serrent dans leurs bras, complètement, sans calcul. Et elle a dit dans sa veste, « Tu pourras avoir la même chambre cet été. »« Merci, » a dit Emily. « Je serai là. » Elle le pensait. Le bus est arrivé, elle est montée, a trouvé son siège, a mis son sac dans le compartiment supérieur, s'est assise et a regardé par la fenêtre. Les érables, le panneau peint à la main à l'entrée de la ville, la route se rétrécissant entre les vieux bâtiments, puis s'ouvrant sur l'autoroute. Elle a regardé la ville jusqu'à ce qu'elle disparaisse, puis elle a sorti son téléphone. Elle avait acheté un nouveau forfait de données à la station de service, une chose qu'elle avait reportée pendant des semaines sans bien comprendre pourquoi. Et elle a tapé un message à son père. « Je rentre jeudi. J'ai quelques idées sur le portefeuille communautaire. J'ai aussi appris à peindre un Porsche. J'expliquerai. » Elle a regardé ce qu'elle avait écrit un moment, puis elle a supprimé « J'expliquerai » et a écrit à la place. C'était de bonnes 6 semaines. Elle a appuyé sur « Envoyer » et a regardé le Vermont défiler par la fenêtre. Vert et gris et ordinaire, et sien d'une manière qu'elle ne pouvait pas encore tout à fait articuler, mais qu'elle pensait, elle passerait du temps à essayer de le faire. Le bus se dirigeait vers le sud et elle était assise avec son pain, ses pensées et le sentiment calme et non dramatique de quelqu'un qui a trouvé son équilibre dans un endroit où elle ne s'attendait pas à se tenir. Ce n'était pas la vie qu'on lui avait donnée, c'était enfin celle qu'elle commençait à choisir.